Bienvenue à tout le monde, merci d'être là. Merci à tous ceux qui n'ont pas leur téléphone en main. En fait, j'ai menti, c'est pas un podcast, je vais juste me foutre de votre gueule. Chacun à votre tour. Mehdi, il a déjà fui. Ah, il est là. Même moi, j'ai senti le coup de pression, tu vois. Non, allez, on commence. Pour ceux qui connaissent pas Airplane Mode, donc qui débarquent un peu, on va un peu remettre le contexte. Donc Airplane Mode, c'est une ASBL qui s'occupe des artistes émergents dans leur communication, la stratégie de diffusion. Et on crée des événements. Dans le cadre d'Airplane Mode, on crée des podcasts. Ici, vous êtes les seuls à avoir un podcast en exclusif. C'est un podcast qui traite du monde des artistes émergents, évidemment, mais artistes grand A. Donc des gens qui chantent, qui font de la peinture plastique, photographie, donc à peu près tous les domaines. Et c'est un podcast qui vise à instruire les gens, qu'ils soient artistes ou pas, à vous faire découvrir de nouveaux artistes et un peu à donner les tuyaux des petits domaines. Donc, par exemple, si tu es acteur et que tu as envie de te lancer là-dedans et tu sais pas comment, bah, venez voir le podcast. Voilà, donc aujourd'hui, on est avec Monsieur Boris. Bienvenue. Salut, salut. Boris, ici, a écrit les livres que vous pouvez voir là-dedans. Et donc, je vais essayer d'expliquer, mais tu pourras contextualiser de façon plus exacte. C'est un livre qui apprend aux gens à se manager. Donc, pour les artistes, comment est-ce qu'ils peuvent faire un peu. En fait, c'est la même idée que le podcast. Il m'a un peu volé l'idée, mais je le laisse. C'est vrai. Mais donc ouais, donc moi, pour faire un petit récap un petit peu d'expliquer qui je suis et pourquoi je suis là. Donc moi à la base, je suis artiste. Donc j'étais artiste de scène, studio. J'ai fait quand même pas mal de musique. Et je me suis rendu compte, à force de faire des concerts de café un peu à tous les coins de la Belgique, qu'en fait on a tous cette envie de faire de la musique, mais qu'on est un peu paumé par rapport à l'industrie musicale. Maintenant, quand tu fais des petits concerts de café, c'est pas grave. En fait, c'est pas le but. J'avais pas d'ambition de devenir professionnel de la musique. C'était juste, je faisais ça pour le kiff. Maintenant, il se fait que le hasard de la vie fait que je me suis retrouvé dans des formations qui sont restées inconnues, mais où on a eu des vrais coups de bol. À l'époque, on avait eu la chance de faire la première partie de quelques concerts de Stromae et Puggy quand ça commençait un petit peu à monter. Mais donc très vite, en fait, de petits concerts de café, par vraiment coup de destin, coup de bol, je me suis retrouvé sur des grosses scènes. Et là, vraiment, la mouche m'a piqué, quoi. Je me suis dit, ok, là, j'ai vraiment envie de faire ça et de continuer à faire ça, mais de manière de plus en plus professionnelle. Maintenant, j'avais encore aucune connaissance et compétences particulières dans l'industrie. Donc je me suis dit finalement le truc le plus accessible pour moi, ça va être l'événementiel. Donc je suis passé de l'autre côté de la barrière, j'ai commencé à organiser des concerts pour mes potes artistes et petit à petit de concerts de plus en plus gros. J'en suis venu organiser mon festival en fait à Louvain-la-Neuve. Et donc ça, c'était vraiment une période de vie plutôt cool parce que je me suis retrouvé dans la position un peu forte de l'industrie dans le sens où les professionnels venaient vers moi pour me vendre des artistes. Donc c'était très facile de faire grandir mon carnet d'adresses à ce moment-là. Et du coup, je me suis retrouvé en quelques éditions avec pas mal de potes finalement, de gens de l'industrie qui sont devenus un peu mes potes. Et le festival qui est malheureusement déjà passé. Mais normalement, ça revient l'année prochaine, je suppose. Ouais, c'est ça. Donc, il y a eu une grosse pause Covid de presque 3 ans. On a fêté les 10 ans du festival là, le mois passé. Et donc là, l'idée, c'est vraiment essayer de rendre de nouveau ça annuel, effectivement, quoi. Et il s'appelle donc, c'est le Rock System Festival. Donc, tous les réseaux sont encore accessibles. À Louvain-la-Neuve. Tout à fait, ouais. Donc, pour revenir un peu plus précisément dans le livre, t'en as un peu parlé, mais je voulais avoir une recontextualisation de... Qu'est-ce qui t'a vraiment inspiré à écrire Mon manager de poche ? Ben ouais, donc du coup, en fait, vraiment, c'est à cette période de programmation où je commence à faire mon carnet d'adresses et tout ça. J'ai commencé vraiment à petit vouloir accompagner des artistes sans spécialement m'y connaître comme un pro, mais simplement j'avais des carnets d'adresses, je commençais à être là dans le milieu depuis quelques temps, j'étais de l'autre côté de la barrière, et donc j'ai commencé à aider en fait des artistes un peu comme tous les jeunes managers font au début, sans trop savoir ce qu'ils font, mais avec vraiment une envie d'aider, quoi. Et il se fait que coup
coup de flair ou coup de bol, le premier artiste que j'ai vraiment signé en management, c'était Konoba, qui a vraiment explosé sur les réseaux, avec maintenant des singles qui font plus de 100 millions de streams sur Internet, donc c'est vraiment complètement dingue. Et donc voilà, j'ai passé les 8 dernières années de ma vie à accompagner ce projet vraiment en management. Et donc j'en arrive au point de pourquoi j'ai écrit ce bouquin, avec beaucoup de détours. Mais en fait, j'ai vraiment dû me former en vitesse VV' pour pouvoir gérer un projet qui me dépassait complètement à l'époque. Et je me suis rendu compte que finalement l'industrie musicale c'est pas si compliqué que ça, mais qu'on est tous complètement largués par rapport à c'est quoi un manager, un booker, c'est quoi la différence entre un éditeur et un label, un attaché de presse. Je crois que je dirais même l'art en général, on est largué par rapport à ça, même s'il y a des études, même si on essaye d'apprendre toutes les choses de façon didactielle, comme tu as dit, on est tous largués, d'où le fait que des ASBL comme Airplane Mode existent. Je fais notre pub, c'est important. Et des petits bouquins comme ça. Ouais, à fond. En fait, votre travail est super important, tu vois. C'est vraiment ce genre d'initiative. C'est peut-être même ce qui est le plus important pour les artistes, en fait. Parce que, de nouveau, en tant qu'artiste, c'est pas notre job. Et là, je reprends ma casquette il y a vraiment longtemps. Mais a priori, c'est pas notre job de savoir comment marketer son projet. C'est pas notre job d'aller démarcher des labels pour essayer de signer un truc, les relectures de contrats. Mais laisse tomber, c'est littéralement pas notre job. Il y a des avocats qui font des années d'études pour faire ça bien. Donc, en fait, c'est normal d'être paumé. Mais vraiment, mon constat, c'est de me dire que dans l'ensemble, les concepts de l'industrie musicale sont pas sorciers, quoi. Et donc vraiment, l'idée, c'était de me dire, au début du Covid, en fait, j'étais censé partir sur une grosse tournée mondiale qui, du coup, a été forcément annulée. Et donc, je suis passé d'un agenda ultra full pendant les 2 années qui allaient arriver à un agenda complètement vierge. Et je me suis retrouvé face à une page blanche et je me suis dit, je vais faire un petit PDF. À la base, ça partait de ça pour aider un peu mes potes artistes parce que je faisais déjà pas mal de coaching. Donc je me dis, je vais mettre ça par écrit. Et puis bon, ce PDF est arrivé à 350 pages. Je me suis dit, bon, on va peut-être en faire quelque chose. Et donc j'ai sorti ce livre après m'être fait accompagner par des coachs d'auteurs, graphistes et tout ça. Et donc vraiment, l'idée de ce bouquin, c'est d'accompagner les artistes en développement dans leurs premiers pas, voire jusqu'au début de projets professionnels, quoi. Ok, merci beaucoup. Maintenant, ce que je voulais savoir, si tu as quelques anecdotes, ou même toi, en tant que dans ton ancienne vie d'artiste, de quelques petites histoires de difficultés qu'un artiste émergent a rencontré ou pourrait rencontrer. J'ai que ça, hein. J'imagine. Ouais, non, mais en fait, franchement, je pense que pour généraliser un peu l'idée, je pense que la plupart des artistes sont plutôt au clair avec leur art. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, souvent, je vais reparler vraiment musique, mais on peut extrapoler à tout type d'art, que ce soit photographe, sculpture, n'importe quoi. C'est que souvent, l'envie artistique est là. Les milliers d'heures de travail sont là également. On a déjà pris les cours de piano depuis 10 ans. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que dans la musique, le piano-voix, en général, il arrive très vite. Mais c'est vraiment tout de suite l'étape d'après où on est largué. On va monter sur scène avec son morceau piano-voix, mais le public, il aime bien, mais c'est pas exactement... tu vois ? En gros, il y a un monde entre ton art qui est exact, qui est super, qui est inspirant, et je vais pas être cynique, mais et la réalité, entre guillemets, entre ce qui doit être montré au public. Complètement. Je reprends vraiment cet artiste dans sa chambre qui a une démo piano-voix et puis qui se dit tiens, je vais acheter un ordi, je vais prendre un logiciel de MAO, donc tout ce qui est Logic Pro pour faire des prods. Je vais me former sur YouTube, je fais des prods et très vite, de nouveau, c'est pas son métier d'être producteur artistique, mais très vite, il va être en fait, dans la difficulté de savoir, tiens, est-ce que ma prod, c'est une prod démo, est-ce que c'est un truc semi-pro, est-ce que c'est professionnel ? Et en général, vu qu'il n'a pas vraiment de réponse, il va sortir sa musique un peu comme ça sur Spotify, il va faire des concerts un peu comme il peut, et il va être confronté, comme tu dis, à la réalité que finalement, les projets professionnels qui, eux, sont encadrés, ont une qualité, avec des grands guillemets, et un entourage qui est peut-être un cran au-dessus. Et donc là, il y a une frustration qui peut s'installer, dans le sens où on a envie, en fait, de faire mieux, mais on est bloqué parce qu'on n'a pas la connaissance de quel est le chemin pour arriver à un mieux, en fait. Et que surtout, ce qui est dommage, c'est que des fois, ça n'équivaut même pas à la valeur du talent que la personne a. Oui, tout à fait. On va pas quantifier le talent, mais c'est-à-dire qu'il y en a qui font des choses moins bien, entre guillemets, que d'autres, mais qui ont une com impeccable. Et puis, tu as des talents bruts, comme vous avez pu voir aujourd'hui, où il faut le travail derrière, il faut la communication. En fait, les réseaux sociaux font beaucoup, prennent une place incroyable. À fond. Pour revenir sur le mot de talent, c'est vrai que c'est un truc, c'est toujours le débat talent inné acquis, on va pas revenir là-dessus, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'insiste sur le fait que
dans 95% des cas, l'artiste a un résultat qui est cool dans sa chambre en fait. C'est que vraiment de nouveau le piano-voix ou alors la petite sculpture ou les premières photos, enfin de nouveau peu importe, moi je suis plutôt spécialiste musique mais vous voyez un peu l'idée, est qualitatif. Le seul truc c'est l'enrobage, le marketing, ça va être la réflexion sur le peaufinage de l'œuvre que seul finalement un professionnel de l'industrie artistique actuelle peut vraiment remettre en considération quoi. Je reprends le rôle du coup d'un manager, du coup mon métier. Je vais souvent en fait prendre des artistes qui ont plein de démos qui sont super cool avec un gros potentiel, mais le gars ou la nana il est vraiment en mode ok mais c'est quoi l'étape d'après? Et moi mon job ça va vraiment te dire écoute, je pense que ta compo je vais pas la dénaturer, l'idée c'est pas de transformer ton art, que du contraire c'est de la sublimer, c'est vraiment de se dire là ta prod démo elle est super cool mais je pense qu'on peut aller chez un producteur artistique qui fait ça tous les jours, pour qui c'est le métier, et qu'on va vraiment pouvoir pousser ça un petit cran plus loin quoi en fait. C'est très intéressant que tu ailles dans cette direction parce que ma prochaine question c'est tu peux donner un aperçu, tu ne vas pas nous refaire tout le livre, mais quelles sont vraiment disons, les 2-3 premières étapes clés pour se lancer? Du coup, je vais reprendre le cas exclusif de la musique pour pas me disperser. Dans la musique, pour moi, le plus important, c'est l'artiste et son art. Et pour moi, pour faire de la musique de qualité, et de nouveau avec des grands guillemets parce que objectif, subjectif, mais pour faire de la musique de qualité, je divise toujours ça en 5 points. La première étape, ça va être faire une composition, donc vraiment l'instrumentale la plus poussée possible. L'étape 2, ça va être l'écriture des paroles. Étape 3, ça va être la production artistique. Donc de nouveau, on passe du piano-voix à la musique qu'on entend à la radio, finalement, un truc avec batterie, basse, guitare, on a réarrangé le morceau pour que ce soit un peu plus efficace. Donc voilà, donc vraiment la prod artistique, c'est l'étape 3. Et ensuite, on rentre dans la partie technique. L'étape 4, ça va être le mix. Et l'étape 5, le mastering. Donc de nouveau, je vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais en général, si on respecte cette formule de 5 étapes, donc compo, audio, prod artistique, mix, mastering, on est censé sortir tube sur tube sur tube. Je prends note. Voilà. Non, je sais, merci. Mais en fait, c'est cool que dans le monde des rêves et des artistes, d'avoir quelques étapes assez concrètes sur le suivi. On a parlé d'Airplane Mode, on a parlé du bouquin. Je voudrais revenir un peu sur le point des artistes émergents. Donc, quel est dans ton livre, quel est l'accent qui est mis sur les artistes émergents? Où est-ce que ça revient? Mais déjà dans la forme du bouquin, j'avais d'abord écrit un premier jet, donc le fameux très gros PDF de fin de Covid, où tout était écrit un peu en vieux français, parce que vous savez, on écrit un bouquin, donc on se dit il faut bien écrire. Et en fait, j'ai relu ce PDF et je me suis dit purée, c'est chiant quoi. J'ai pas envie de lire ça, et donc si moi j'ai pas envie de lire ça, mais les artistes laissent tomber quoi. Déjà lire un manuel de l'industrie musicale, ça donne pas envie. Alors si en plus c'est écrit un peu avec des formes et tout ça, donc en fait j'ai tout réécrit et j'ai vraiment essayé de créer une conversation avec le lecteur ou la lectrice. L'idée, c'est vraiment d'avoir des mots simples, parce que de nouveau, l'industrie musicale n'est pas si compliquée que ça. En fait, il y a énormément de concepts différents, mais individuellement, chaque concept est assez simple à comprendre. Et du coup, j'ai vraiment essayé de m'adresser vraiment à un public cible qui est l'artiste indépendant, qui est en voie de professionnalisation et qui se pose des questions. Et je pense que la meilleure méthode pour intéresser ce public-là, c'est vraiment de lui parler en fait simplement, parce que de nouveau, les gros manuels de 800 pages qui expliquent l'industrie musicale, il y en a, c'est hyper complet, hyper précis, mais je pense qu'aucun artiste n'a envie de lire ça, quoi. Donc déjà sur la forme, j'ai vraiment essayé de le rendre le plus accessible possible. Et puis sur le fond, comme je le dis, de nouveau, j'avais vraiment le public cible en tête en écrivant le bouquin, en reprenant vraiment, comme je viens de le détailler là avec les 5 points de comment composer un tube. J'ai essayé de faire ça, mais pour chaque aspect de la musique, le vulgariser de la manière la plus concrète possible, en fait, quoi. Et puis humaniser le truc surtout. Complètement. Et puis tu vois, il y a plein de manières de le faire différentes. Donc il y a le dialogue que je crée à l'écriture. Il y a des interviews. Il y a beaucoup d'intervenants différents. Il y a voilà, le gérant d'Universal Belgique. Il y a aussi des producteurs artistiques, des artistes. Il y a plein de cas possibles. Et puis à la fin de chaque chapitre, en général, il y a une partie un peu avec des questions où littéralement l'artiste doit répondre à des questions dans le bouquin. Donc voilà, c'est vraiment plein de méthodes pour essayer de rendre ça le plus dynamique possible. Ok, pour rentrer encore dans le vif du sujet, moi je voulais te demander, donc on va rester dans le musical parce que pour toi c'est c'est le sujet que tu maîtrises le mieux. Je voulais savoir,
pour les artistes émergents, quelles sont les personnes de référence? Alors, en gros, il y a un schéma dans le bouquin que j'appelle la pyramide des pros. Donc, c'est vraiment une pyramide que j'ai divisée en 5 étages. J'aime bien le chiffre 5, apparemment. Et donc, l'idée, c'est vraiment de dire, donc, l'étage numéro 1, c'est celui que je vous détaillais. C'est l'artiste et son art, faire de la musique de qualité. Donc, en fait, c'est le plus important. De nouveau, c'est l'artiste qui a raison à la fin. Donc, il faut pousser ça le plus loin possible. Mais comme tu le dis, à partir du moment où tu as de l'art vraiment réfléchi, tu as été chez un producteur artistique, tu as un mix mastering de dingue, en général, le premier professionnel vers qui l'artiste devrait se tourner, il y a beaucoup de conditionnels parce qu'il y a plein de parcours évidemment artistiques très différents, mais dans l'idée, si je devais généraliser, le premier pro, ça serait le manager. Pourquoi le manager ? Parce que le manager, il a vraiment ce regard en fait externe sur les premières phases de création artistique. C'est vraiment le pro qui fait un peu un filtre par rapport au reste de la pyramide de professionnels qui est au-dessus de lui, dans le sens où il va vraiment analyser le potentiel de tous les artistes, il va aider à hisser le projet le plus haut possible, et une fois que le projet est prêt, là on va présenter ce projet à l'industrie musicale. Et dans l'industrie musicale, là, on rentre vraiment dans le très concret, avec le booker qui va trouver les concerts et organiser les tournées, l'attaché presse, l'étage 4 de la pyramide, qui lui va trouver la presse, tout ce qui est radio, télé, éventuellement blog sur le numérique et tout ça. Et alors l'étage 5 qui est vraiment un peu ce que tous les artistes convoitent, les fameux labels, éditions, les maisons de disques. Donc voilà, donc en général, la première personne vers qui se tourner, c'est vraiment le manager qui va pouvoir être un peu le papa ou la maman du projet artistique et challenger en fait les idées artistiques. Ok. Et surtout d'avoir, je pense que ce qui est important peut-être, c'est aussi l'expérience qu'il a. Ouais, complètement. Mais nouveau avec les années, tu vois, genre je reprends finalement mon job plutôt en tant que coach. Je vois passer plusieurs centaines d'artistes chez moi chaque année, et en fait on se rend compte que c'est un peu tout le temps les mêmes questions qui reviennent, c'est un peu tout le temps les mêmes problématiques, et donc effectivement avec l'expérience, alors de nouveau que ce soit moi ou n'importe quel autre agent management de Belgique, on va vraiment pouvoir facilement créer des méthodologies pour aider les artistes en galère en fait, tu vois. Et de nouveau c'est vraiment notre job, c'est de prendre des projets qui ont du potentiel et les amener le plus loin possible, quoi. Ok, mais je le ressens, surtout quand tu dis que l'industrie de la musique est un monde facile, je me dis c'est l'expérience qui parle. ça ne peut être que ça. Quand tu commences, quand tu es artiste, que t'as pas forcément envie de servir des tables ou faire des jobs étudiants sur le côté, comment tu fais pour arriver à la partie où tu es financé, tu es finançable? Donc comment faire pour vivre de sa musique ? Exactement. Ok. Bon déjà, ne vous lancez pas dans l'industrie musicale pour vivre de la musique, parce que le challenge est tellement compliqué que ça doit pas être la raison première en fait de votre présence ici. Je pense que tous les artistes qui sont dans la musique le font par passion, par envie. En fait, je pense que l'objectif premier, ça doit vraiment être l'envie de faire quelque chose de beau qu'on peut montrer au monde, ou en fait même le faire pour soi. On n'est pas obligé de non plus avoir des ambitions dingues, mais l'idée première, c'est vraiment de créer quelque chose de qualitatif. Ensuite, effectivement, quitte à le faire, autant le faire le mieux possible et essayer de vendre son art, si c'est l'envie et l'ambition. Et là, il n'y a pas... je suis désolé, c'est le moment où je veux un peu plomber l'ambiance, mais c'est galère. C'est galère, dans le sens où, en général, dans un premier temps, l'artiste va déjà devoir dépenser beaucoup d'argent, en fait. Donc, avant de penser même à en gagner, il y a énormément de frais qui vont être engendrés. Donc, avant d'être finançable, il faut financer. Complètement. Okay. Donc ça va... Mais déjà, on oublie, mais même rien que les 10 ans de cours de piano ou de chant ou les cours derrière, en fait, ça a coûté X fois, je sais pas combien d'euros avec la prof. Hein. Donc ça a déjà coûté très cher d'en arriver à être un artiste qui veut proposer quelque chose. Ensuite, tu as le matériel de base, tu vas avoir l'ordinateur, le piano, le micro, etc., etc. Donc ça coûte très, très, très cher. Et quand tu veux te professionnaliser, parce que le but c'est d'en vivre, donc là, il faut vraiment réfléchir à aller dans un bon studio, avoir un bon producteur, travailler avec des bons musiciens. Tout ça coûte très cher. Maintenant, il y a toute une méthodologie pour minimiser les pertes. Ça passe par les subventions, ça passe par le mécénat via des campagnes de crowdfunding, ça va passer par simplement pragmatiquement le fait d'arriver avec un album, oui, ça a coûté très cher, mais l'idée c'est de le vendre quand même. Donc rien que le fait de vendre 100, 200, 300 exemplaires à la famille, aux potes de potes, techniquement il y a un retour sur investissement. Maintenant, de nouveau, la question, c'est comment vivre de sa musique, donc générer un salaire minimum. Ça, pour moi, la première étape, c'est essayer de quand même viser le statut artiste. Là, c'est un énorme blabla pour t'expliquer comment y arriver. Mais pour moi, si vraiment l'idée, c'est de se dire, ok, je veux que ma vie, ce soit faire
de la musique, de mon temps plein, c'est minimiser les coûts, viser le statut artiste via toute la méthodologie pour y arriver. C'est pas facile, mais c'est faisable. Et alors, dans un second temps, voire dans très 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 longtemps, si ton art devient universel, que tout le monde l'écoute, que tu vends des milliers d'albums, là effectivement, créer une société, devenir indépendant, ça peut être une solution. Mais je dirais que pour 95% des artistes qui nous écoutent, pour moi, en un, faire quelque chose de beau et en être fier. En 2, minimiser les coûts. En 3, statut artiste. En 4, éventuellement, voir plus loin avec société, tout ça, mais c'est plus tard. Ça, c'est bien plus loin, je crois. Faut bien plus loin. Ok. Maintenant que tu as plombé l'ambiance, je te demandais de nous faire un peu plus rêver, tu vois. Je vais te demander maintenant, quelles sont un peu les premières expériences qui font que quand ta visibilité augmente, quand tu t'es un peu plus installé, qu'est-ce qui fait que tu peux dire ok, là maintenant j'y suis, j'ai compris, on peut continuer à aller vers l'avant? Ouais, mais comme tu le dis en fait, hein, là on est très pragmatique, donc ça fout les boules. Maintenant, à côté de ça, je pense que l'art, ça reste un des plus beaux métiers en fait. Tu vois, en fait, que ça marche ou que ça marche pas, ça reste super cool de faire de l'art. Maintenant, quand ça commence à marcher, clairement, c'est un secteur où tu vas vivre des expériences de dingue. Si t'aimes voyager, tu risques de beaucoup voyager. Tu vas vivre des expériences de fou. Je reprends un peu toutes les tournées avec Konoba qui ont été. Fais-nous rêver, s'il te plaît. Voilà, il y a pas si longtemps que ça. L'été passé, on a été jusqu'au Vietnam faire une tournée en Asie. On a fait plusieurs fois le tour du monde. Là encore, il y a 3 semaines, j'étais en Turquie, en Géorgie, en Arménie. Enfin, donc il y a vraiment moyen de voyager. Rien que le fait aussi pour revenir un peu en Belgique et sur des objectifs plus atteignables rapidement, faire un concert où tu as un projet qui est un peu carré, remplir une salle même de 50 personnes, tu vois, avec ta famille, tes potes et les premiers potes de potes qui te connaissent pas du tout mais qui viennent par curiosité, et voir que les gens kiffent. En fait, c'est dingue comme sensation, tu vois. Ok, et c'était quoi pour toi le souvenir le plus marquant? Alors du coup c'était assez haut. En fait, chaque souvenir était marquant. Donc de nouveau, tous les concerts de 50 personnes qui sont transformés en 100, puis 150, puis 200, puis l'abbé, puis tu vois vraiment voir le truc grossir. En fait, j'ai passé les plus belles années de ma vie rien que par passion en fait, tu vois. Maintenant, clairement, il y a eu cette première tournée internationale dans des gros festivals devant 20, 30 000 personnes qui chantent les paroles d'un de mes artistes. Ça, c'est des moments que j'oublierai jamais en fait. Tu vois vraiment le côté assourdissant d'être sur une main stage d'une taille complètement dingue, tu vois, avec 30 000 personnes qui crient le nom de ton artiste, et puis quand l'artiste monte, il chante les paroles. Là, vraiment, tu ressens des émotions que tu peux difficilement ressentir autrement. Maintenant, de nouveau, voilà. Et ce qui est intéressant, par contre, ce que je vais dire, c'est que ça, on pourrait se dire que c'est inatteignable. C'est pas si inatteignable que ça, en fait. De nouveau, si on respecte sur 15 morceaux pour un album les 5 étapes de comment faire un tube, et qu'ensuite on trouve un peu une personne qui peut t'accompagner dans le management du projet, on va vite trouver du coup un booker qui va organiser des tournées, et en fait, relativement vite, avec des grands guillemets, pas de manière simple, mais relativement vite, si on a la persévérance en fait de le faire, on peut se retrouver dans des main stage au Franco, à Ronquière. Et Ronquière, tu joues devant 15 000 personnes, même avec un projet émergent en fait. Ils ont vraiment cette envie de proposer les 3-4 premiers concerts à Ronquière à des artistes vraiment émergents. Et le public est là dès le début. Donc j'ai déjà vu des artistes qui sont, avec des grands guillemets, nulle part, je veux dire vraiment dans l'industrie, qui jouaient devant 20 000 personnes à Ronquière, tu vois. Donc c'est pas inatteignable. En fait. Et avec l'énergie qui suit, même si il les connaissait pas avant? Ouais, à fond. Mais de nouveau, en général, quand tu te retrouves là, t'es pas là par hasard. Donc il y a quand même un peu de nouveau ce côté filtre de management où le manager a été repéré les quelques artistes qui ont du potentiel, il les emmène le plus loin possible, et donc on arrive avec un projet qui a de la gueule. Et donc là, à ce moment-là, le manager va contacter le booker connaît le gars de Ronquière, et donc on peut être programmé. C'est pas du hasard. Donc de nouveau, il y a un peu ce côté où de nouveau, je peux comprendre que là j'essaie de faire rêver, je suis de nouveau pragmatique, mais clairement, à partir du moment où on a ces ambitions-là, de vivre ces rêves de fou, il faut quand même un tout petit peu se cadrer. Mais comme je le dis, c'est pas si compliqué que ça en fait, et c'est pas si contraignant que ça. Si on est pertinent en tant qu'artiste, ça peut se faire assez vite, et on peut, en peut-être 2 ans de temps, en étant vraiment
vraiment à fond, se retrouver de nouveau sur une scène de Ronquière devant 20 000 personnes. Et pour répondre à ta question, non, en général, du coup, si tu es là, c'est que ton projet est vraiment cool en live, et donc tu vas plutôt gagner plein de nouveaux fans plutôt que de te ridiculiser, quoi, tu vois. Il y a que du bon alors. Ouais, franchement, il y a que du bon. Quel élément de motivation on peut garder quand peut-être quand ça marche pas trop, quand on se dit qu'on a suivi toutes les 5 étapes de la pyramide, mais qu'on n'y Et que arrive ça marche pas. quand même pas. Je reviens sur ce que je disais. Hein. Donc, si ton envie première, c'est de faire de l'art de qualité, je pense qu'il faut se raccrocher à ça. Donc de nouveau, moi je suis plus artiste de scène ou studio depuis vraiment très longtemps, mais je continue à pianoter de mon côté et ça continue à me faire rêver en fait. Donc il y a vraiment ce truc où à côté de mon bureau j'ai mon piano, mes synthés, j'ai ma guitare, mon truc, et en fait il n'y a pas une journée où je passe pas au minimum 15-20 minutes à kiffer sur mon piano, et c'est souvent les 15-20 minutes se transforment souvent en 2-3 heures, quoi, tu vois. Parce que de nouveau, l'envie de créer, l'envie de bien faire est toujours là, et je pense qu'il faut vraiment se raccrocher à ça. C'est vraiment oublier tout ce qui est annexe, tout ce qui est réflexion marketing, justement tout ce pragmatisme, et se dire en fait j'ai envie de créer pour l'envie de créer, et ça c'est censé être un drive suffisant pour tenir même, enfin voilà, je fais ça depuis que j'ai 5 ans, tu vois, du piano, et je kiffe toujours autant maintenant, même si je n'ai pas d'ambition de le montrer publiquement, enfin en tout cas pour l'instant. Donc pour toi, tant que t'es passionné, il faut pas plus, quoi. Tant que t'aimes ce que tu fais. Ouais, parce que de nouveau, tu vois, comme tu dis, j'entends le côté, ouais, tu vois, tu respectes tout et ça marche pas et du coup, t'es découragé. Mais ça veut dire que tu mettais quand même une ambition ailleurs que dans l'envie de faire quelque chose de bien. Aussi, tu peux avoir les deux. Tu peux être passionné et avoir envie de faire les choses bien et être déçu quand ça marche pas. Mais de nouveau, je pense que tu peux être déçu. Bah oui, les quelques semaines, tu sors ton album, il y a rien qui se passe. Bon, effectivement, c'est pénible. Je comprends la frustration. Mais si vraiment tu as ce truc à l'intérieur de toi de te dire, bah en fait, tu sais quoi, au pire, j'ai appris, quoi. Tu vois, j'aime bien cette phrase de soit je réussis, soit j'apprends. Et si tu as cette mentalité-là, soit tu sors ton album et ça cartonne et tu dis, en fait, du coup, génial, ça a marché. Soit ça marche pas et tu te dis, ok, je reste passionné, tu vois, mon album n'a pas marché, mais j'aime toujours autant chanter, j'aime toujours autant faire du piano. Enfin, tu vois, donc tout le pourquoi je suis là est toujours présent à l'intérieur de moi, a priori. Et donc l'idée c'est de se dire qu'est-ce que je peux apprendre de cet échec. Est-ce que c'est ma musique qui n'était pas au niveau? Est-ce que c'était mon show live? Est-ce que c'était mon entourage? Est-ce que c'est mon marketing? Est-ce que juste tout était parfait mais c'était le mauvais moment? Parce que voilà, c'est déjà arrivé 1000 fois de sortir un single en même temps que Stromae, bon t'es foutu, quoi. Donc voilà, il y a plein de facteurs aussi externes qui peuvent bloquer en fait ton ambition artistique, et donc je pense que soit réussir, soit apprendre et persévérer dans l'amour de l'art. Purée, c'est beau. C'est très très beau, merci. Maintenant, je veux un peu tester l'efficacité du livre. Je vais te demander, comme anecdote, est-ce que toi, tu as déjà eu le témoignage de quelqu'un ou tu l'as vu en face de toi, quelqu'un qui s'y retrouvait pas ou qui commençait, qui l'a pris en main, qui l'a lu, et finalement, il en est arrivé à quelque chose, où il est en train d'y arriver? Ouais, à fond. Le meilleur exemple, c'est l'artiste Corallien. Que donc j'ai rencontré du coup via Konoba et tout ça, mais donc c'est un gars que je suis de loin depuis longtemps, et donc voilà, souvent il me montre ses démos, justement qui fait un peu dans sa chambre, un peu ses idées, et ça a été mon relecteur test en fait du livre, donc il a lu un peu toutes les étapes d'écriture, et ce que je trouve intéressant, c'est que le gars, il avait tellement la niaque sur son projet, il était tellement passionné de musique, il avait tellement envie de bien faire que finalement il lisait les chapitres et il disait purée, mais attends, mais je vais appliquer ça dans mon projet. Et en fait, à tel point qu'à force d'avoir des contacts de relecteurs comme ça, j'ai carrément fait une interview de lui, du coup il se retrouve dans le bouquin, donc c'est un peu méta cette histoire. Donc il a lu le bouquin et il est dedans, incroyable. Et en fait finalement, c'est vraiment un gars qui a appliqué pas mal des méthodologies que j'explique dans le livre, et notamment celle de la communication sur les réseaux. Il a vraiment compris en fait à la lecture du bouquin un peu l'importance des réseaux à l'heure actuelle, pour le meilleur et pour le pire. Je suis pas spécialement un pro réseau, mais c'est clair qu'à partir du moment où on veut vraiment avoir une visibilité, ça devient un peu un incontournable. Maintenant voilà, il y a plein de méthodes pour minimiser le temps que ça vous prend et la charge mentale et tout ça, mais je vais pas venir là-dessus. Tout ça pour dire que il a appliqué la méthodologie, et en fait il est vraiment passé de les 1000 abonnés qu'on a tous à plus de 100 000 à l'heure actuelle, avec plusieurs vidéos qui font des millions et des millions de vues. Et nouveau, faire des chiffres pour faire des chiffres, c'est pas super, en fait on s'en fout. Par contre, ça a des impacts concrets sur sa carrière.
c'est que en un, il avait de la musique de qualité, en deux, il a joué le jeu des réseaux et il y a été à fond avec la méthodologie que je développe dans le bouquin. Et en fait, à l'heure actuelle, ça nous ouvre plein de portes, en tout cas ça lui ouvre plein de portes en termes de concerts, en termes de éventuellement même des labels qui sont venus sonner à sa porte, parce que forcément, dès que tu as plein de chiffres comme ça, ça fait tourner des têtes. On se dit tiens, comment il a fait, s'il l'a fait une fois, ça veut dire qu'il peut le refaire. Donc il y a de nouveau un peu de nouveau ce pragmatisme pour la 10e fois de l'industrie qui se retourne, c'est se dire tiens, s'il fait des si gros chiffres, c'est que ça peut vendre, donc potentiel business, donc les labels sont intéressés en fait. Et donc voilà, donc en fait ça a eu un impact concret sur sa carrière à l'heure actuelle. Et puis pour parler aussi de chiffres, de nouveau les 100 000 followers c'est cool, mais ça lui a permis d'avoir plus d'1 million de streams sur Spotify. Et donc voilà, c'est même être plus facilement en contact avec ses fans qui ont pu le découvrir grâce à cette stratégie de réseau, quoi. Donc voilà, et après je reçois plein de messages de lecteurs qui trouvent ça super cool et qui ont pu avancer dans leur projet grâce au bouquin. Mais je sais pas si c'est hyper intéressant de faire un détail. Mais on mettra dans le au moins montage c'est certifié, ça marche. Et tu penses à une suite, tu penses à un dérivé, peut-être manager de poche pour acteur, humoriste ou que sais-je? Je rêverais. Je suis du genre curieux de tout, donc très vite j'ai envie d'approfondir plein de trucs, mais l'idée c'est de se focus, et donc je vais rester à fond dans la musique. Maintenant, clairement, la suite, c'est principalement la chaîne YouTube et les réseaux, donc j'applique les conseils que je donne à moi-même, et donc j'ai créé... Tu peux faire ta pub, c'est le moment. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est le même nom. Donc, en fait, vous tapez mon manager de poche sur YouTube. Il y a plein de vidéos format long où je développe plein de concepts du livre. En fait, c'est vraiment le dérivé du livre. La chaîne TikTok, pareil, mais en format plus court. Et puis, alors là, je suis en train de me lancer dans la réécriture d'une première réédition du bouquin que j'aimerais densifier, en fait. J'aimerais presque doubler la taille du bouquin en rajoutant vraiment plein de tips. Mais ça arrivera pas avant au moins 2 ans. Donc là, je suis littéralement dans l'intro pour l'instant. J'attends impatiemment. T'inquiète, cool, j'attends. Trop bien. Maintenant, c'est à votre tour de jouer, les gars. Si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas bien compris, Mehdi en premier. Ouais. Dites-nous. Allez, dis-moi. Moi, j'ai un ami très bon en fait, c'est qui sort un peu du lot par rapport à tous ses amis qui essaient de faire de l'art, qui s'est retrouvé très rapidement avec un producteur manager, comme il aime s'appeler, qui a vu du potentiel chez cette personne, un très bon ami à lui, et qui a essayé franchement de le faire monter pendant quelques années. Sauf que les années passent et on voit, en tout cas les gens qui sont autour, commencent à voir que, en fait, le problème au final, c'est pas l'artiste, mais on commence à voir que le producteur-manager est un peu en dessous. Et du coup, on a toute cette réflexion où, qu'en est-il pour cet artiste qui a voué une certaine fidélité à ce producteur-manager, parce qu'au tout départ, ce producteur a vu du potentiel chez cet artiste. Qu'en est-il de cette fidélité, en fait, de ce choix un peu rude, de se dire, en fait, il y a un bout de chemin qui a été fait et la suite, c'est peut-être pas avec... Séparer opportunisme et logique de carrière, tu veux dire? Dans le cadre d'un artiste et de son producteur-manager. Producteur-manager. Déjà, il y a un conflit d'intérêt d'être producteur-manager. Il y a même je pense que c'est dans le cinéma, alors là il faut vérifier parce que de nouveau je suis pas expert, mais je sais qu'il y a des domaines où tu peux pas être producteur manager, je veux dire légalement parlant c'est illégal quoi, tu vois, parce que de nouveau le manager même dans sa manière de se rémunérer il est payé au pourcentage de ce que va générer l'artiste, donc vraiment la manager sont dans le même bateau, donc ça veut dire que si l'artiste ne génère pas d'argent, le manager ne touche pas d'argent non plus, et donc en fait si t'es manager t'es censé défendre l'artiste des contrats de producteur label, mais si t'es toi-même le producteur label, d'un côté tu vas conseiller l'artiste mais pas sur la relecture du contrat en fait, tu vois, donc forcément il y a un conflit d'intérêt au moment de la signature du contrat, donc en général il n'y a pas énormément d'acteurs différents, donc de professionnels différents dans l'industrie musicale, mais ils sont très segmentés. C'est rare, c'est pas rare parce qu'on est tellement en galère, mais dans l'idéal, ton booker n'est pas ton manager, qui n'est pas ton attaché presse, qui n'est pas ton producteur label et tout ça, tu vois. Bon, maintenant, de nouveau, on voit tout, et si le gars il est bienveillant et qui fait de son mieux pour développer l'artiste, tant en tant que producteur que de manager, et qu'il n'y a pas, tu vois, de problème, de nouveau, je connais pas la situation.
pourquoi pas. Maintenant, la question, c'est comment faire pour partir d'un contrat où on est de moins en moins content, quoi. C'est un peu ça, finalement, la réflexion, si je comprends bien. Ou plus, oui, dans une certaine mesure, parce qu'il y a également l'autre chemin où est-ce qu'il est possible de conseiller son manager. Le manager peut toujours se dire, avoir la présence d'esprit de se dire, bon ok, j'ai des lacunes, je vais me former et puis je vais devenir un meilleur manager. Si c'est pas le cas, au bout d'un moment, voilà, il faut être pragmatique, il faut en parler. Tu vois, je pense qu'il doit pas y avoir de tabou. De nouveau, artist management, il doit pas y avoir de tabou quoi qu'il en soit. Donc qu'ils en parlent, et les ruptures de contrat, c'est loin d'être impossible. Voilà, là j'ai plein d'exemples d'artistes même qui, sans raison particulière, tu vois, doivent rompre leur contrat parce que par exemple ils vont vivre dans un autre pays, et donc ce qui se passe en général, c'est que tu as un suivi de pourcentage pendant quelques années. Donc ça veut dire que le manager va dire ok, bah, écoute, moi pendant 3 ans j'ai développé ton projet, mais il va y avoir encore des impacts sur mon travail sur les années à venir, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais avoir un pourcentage dégressif d'année en année jusqu'à ce que ce soit 0. Et alors là on est cool. De nouveau, c'est une question de discuter, de trouver le meilleur terrain d'entente, dire tiens, est-ce que le manager ressent la même chose que l'artiste, et trouver le juste milieu quoi, pour rompre ça comme il faut. Et il n'y a pas moyen de le faire en ayant une tierce personne, justement, parce que de ce que j'ai compris, le manager-producteur a l'air d'avoir un peu le dessus sur son artiste. C'est pas nécessairement le dessus, mais c'est des amis, disons, d'enfance, et du coup, en fait, il y a quelque chose d'autre que l'argent, en fait. En fait, il y a l'inconfort de on s'entend bien, qu'est-ce qui se passe si on arrête de bosser ensemble. C'est vraiment une question de communication. Vraiment, il suffit de se mettre à table et parler à corps ouvert et dire en fait, voilà, on n'est pas toujours, j'ai pas envie de casser ça, mais voilà, moi je veux l'emmener là-bas. Je pense que on a trop la même vision, blablabla. Qu'est-ce que toi t'en penses, laisser parler l'autre et essayer de trouver l'entre-deux le plus confortable possible pour les deux parties. Et du coup, est-ce qu'il est régulier d'avoir des changements en fait de manager pour les artistes? L'industrie musicale, c'est Game of Thrones. Non, on s'entretue tous. Alors de manière, j'exagère, c'est une blague. On est tous très copains, pas très nombreux, mais je veux dire, parler des changements, il y en a souvent, ça se passe souvent bien. Parfois, il y a des changements plus abrupts, tu vois. Mais oui, ça se passe complètement sans aucun problème. Oui, parce que moi, je vois très fort récemment des jeunes artistes qui viennent rapidement avec un manager ou X-producteur. Je n'ai pas encore assez de connaissances pour savoir c'est quoi vraiment les différences. C'est vrai qu'il y a rapidement un manager sur chaque artiste. C'est souvent le pote du copain, du cousin. Un management sur les pages Instagram, tu as management de points, tu as l'artiste, management de points, c'est cette personne. La puissance d'Instagram. Clair. Ok, merci beaucoup Eddie pour la question. Plein. De nouveau, ça dépend ce que tu fais, ça dépend où tu vis aussi, donc en fonction de Brabant Wallon, Fédération Wallonie-Bruxelles, Flandre. Donc on est un pays compliqué, hein, donc on est segmenté entre le fédéral, le provincial, donc il y a des subventions un peu dans tous les sens. Maintenant, oui, ça existe clairement. En général, quand tu pars dans un projet, pour en citer que quelques-unes, quand tu pars dans un projet d'album, la subvention à pas louper, ça va vraiment être celle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'aide à projet ponctuel, donc projet d'artiste. Et donc là, ça peut vraiment en fait de nouveau minimiser les pertes, on en parlait tantôt, jusqu'à 50% de ce que tu as dépensé dans ton album. Ensuite, cette subvention-là, elle est couplée avec la subvention aide à la résidence, aide à la promotion. Donc tu peux faire une seule demande où tu demandes aide production d'album, aide à la promotion, aide à la résidence. Donc c'est un énorme dossier qui est quand même assez lourd. Ouais, c'est quelque chose. Ouais, c'est beaucoup de paperasse. De nouveau, normalement, c'est pas le rôle des artistes de faire ça, c'est plutôt au manager de faire ça. Maintenant, foutu pour foutu, t'as la casquette artist management, et donc faut prendre le taureau par les cornes, une expression que j'ai plus dit depuis je sais pas combien de temps, mais faut le faire soi-même en tout cas. Et voilà. Maintenant, tu vois, après à côté de ça, t'as la Maison des Musiques à Bruxelles, où là ils proposent des résidences gratuitement.
ou en tout cas des conditions vraiment très abordables. Il suffit d'être un peu reconnu par la structure, mais voilà, moi c'est un truc très régulièrement, quand j'ai un show à roder, j'appelle la maison de musique, je dis tiens, est-ce que vous avez des disponibilités? Et ça, tu l'as mis dans ton livre, cette petite là où le carnet d'adresses à connaître, par exemple Alors, le truc, c'est que ça n'arrête pas de changer. Donc, j'ai pris la décision de ne pas détailler les En fait, déjà, si je l'avais fait, ça serait plus à jour aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de réformes en début d'année. Par contre, pour la musique, il y a le site IDLM, donc toutes des initiales, qui référence tous les professionnels de l'industrie. Et en fait, tu peux mettre des filtres, tu peux mettre subventions, et donc tu vois toutes les sociétés subsidiantes, donc fédérales, provinciales. Mais tu as aussi, par exemple, donc, des trucs comme la Maison des Musiques où tu as des résidences gratuites. Tu as le Studio des Variétés qui, eux, vont pouvoir te faire du coaching scénique. Donc c'est vraiment, si tu as une résidence, autant contacter également le Studio des Variétés pour dire vous n'avez pas un coach pour nous aider pour l'aisance de scène, la présence de scène et tout ça, etc., etc. Dès que tu parles international, tu as Wallonie-Bruxelles Musique, Wallonie-Bruxelles International. Donc il y en a vraiment beaucoup, mais ça, je détaille ça plus sur ma chaîne YouTube. Très fort, non? Bien joué, très bien joué. J'ai une autre question qui est vraiment pas liée à ça, mais c'est une question de santé mentale. Est-ce que tu as des tips concrets pour, quand c'est des gros fails, quand c'est des gros succès, le problème d'intensité qu'il peut y avoir, est-ce qu'il y a un moyen de réguler émotionnellement? Est-ce qu'il y a des tips là-dessus? Parce que c'est quand même hyper important aussi, la santé mentale. Ouais, à fond. J'en parle justement dans le bouquin. Ça, j'ai toute une partie, une rubrique sur la santé mentale. Surtout, en fait, il y a plein de potentiels problèmes. Déjà, le syndrome de l'imposteur, on l'a un peu tous. En tant qu'artiste, je pense que c'est le truc auquel on est le plus vite confronté, c'est se dire ok, là je suis en train de bosser sur un album, on a l'adrénaline, on est en train de se lancer, et puis quand c'est presque prêt de se dire mais en fait je suis qui pour sortir un album, pour qui je me prends. Donc déjà le syndrome de l'imposteur, il est présent chez quasiment tout le monde en vrai. Enfin moi le premier, hein, genre en tant que manager, je te dis j'ai signé Kono, ça a explosé. Enfin j'étais pas le manager le plus apte à gérer ce projet-là au début, quoi. Surtout quand tu pars d'un son qui part de toi-même à un moment, et puis la semaine d'après tu te sens plus comme ça. Je vois où tu vas en venir. C'est carrément ça. Et donc en fait, il y a plein de potentiels problèmes dans la santé mentale chez les artistes. Il n'y a pas 1000 solutions, ça dépend aussi du cas par cas de comment l'artiste est émotionnellement parlant. Donc il y a des gens qui vont savoir endurer ça, la pression, que ce soit de l'échec ou la pression du succès, très bien, d'autres beaucoup moins bien. Donc déjà, s'il y a le besoin se faire sentir, de se faire accompagner, ne pas hésiter à se faire accompagner par des professionnels. Il faut savoir qu'il y a des psys spécialisés industrie musicale. Ou en tout cas psy spécialisée musique. Je travaille du coup avec moi une psy qui est à Paris, mais bon tu vois il n'y a aucun problème, même en visio ça marche très bien. Et en fait c'est des gens qui souvent ont eu un parcours, souvent artist management, puis ils sont la casquette psy, ils se disent en fait je vais sortir de l'industrie mais je veux garder un pied dedans, donc je deviens psy pour les artistes. Donc ça existe. Je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à se faire accompagner si on ressent le besoin. Et de nouveau je reviens encore une fois sur le lâcher prise, de se dire en fait que ça marche ou que ça marche pas, si moi je suis fier de ce que je sors, c'est le principal. Et tout ce qui est externe, c'est externe. Si c'est des critiques, en fait c'est pas grave parce que moi je suis fier de ce que j'ai fait. À un instant T, j'aurais pas pu faire mieux, donc YOLO, c'est cool, tu vois. Si ça marche de dingue et que tu te retrouves plus dans ce côté tourné à faire des concerts sur concerts avec, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi, c'est assez intéressant, hein, quand tu as un succès, et on le voit avec Stromae, c'est super dur à gérer parce que là d'un coup c'est une charge mentale en fait inimaginable, une pression inimaginable, et donc du coup il y a d'un côté la pression et de l'autre côté c'est un milieu tellement bizarre, quoi. Tous les soirs tu montes sur une scène, il y a 20 000 personnes qui rêveraient de connaître et de potes avec toi. Enfin c'est un truc un peu bizarre à vivre en fait. Donc c'est vraiment dur à gérer, c'est du cas par cas, et je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à se faire accompagner si la personne en ressent le besoin, quoi. Merci beaucoup pour les questions. Est-ce qu'il y en a encore d'autres? Descamps, t'avais une question toi? Je veux que tu sois gêné, c'est tout. Merci beaucoup à toi Boris. Merci pour l'invitation. Et applaudissez vous-même. Merci. Passez une bonne soirée les gars, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Nemo. Merci à Clément. Et merci à Colin. Clément.